Cette semaine, dans le balado, on gagne à la loto, on règle nos comptes et on cherche à se sortir de la misère. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Mais est-ce qu'on règle nos comptes quand on gagne à la loto? Quel genre de compte, tu veux dire? Compte monétaire? On règle nos comptes, notre passé, comment dire, nos acrimonies du passé. Acrimonie, aïe. Là, voilà, je suis dans les gros mots. Ouais, niveau de langage relevé aujourd'hui. Je chercherai plus tard ce que ça veut dire. Je pense que j'ai trop écouté du Marie-Louise Arsenault. Les émissions d'après-midi t'inspirent. Oui, de Radio-Canada. Donc, oui, une semaine assez particulière parce qu'on est dans le temps des fêtes, mais c'est pas très noëlé. Pas très festif comme film cette semaine. Non, c'est plutôt moribond. Là. Oui. Pas en qualité, mais en ton. En ton, exactement. Ouais, c'est sombre. Oui, c'est sombre, c'est noir dans l'humour. Fait que peut-être de bonnes contre-offres pour si vous êtes plus allergique aux films style le Cyclone de Noël, Mademoiselle Bottine, ce genre-là. Nom de code rouge. Ouais. Lui, il était sombre dans son image, cela dit. Alors, petit tour d'horizon d'actu avant d'attaquer les sorties de la semaine. J'y vais, comme d'habitude. Je voulais juste faire une grande annonce. Oh, vas-y, non, vas-y. C'est pas une grande annonce, c'est un rappel que on a mis, là, c'était le solde du Black Friday. Le gérant est tombé sur la tête. C'est-à-dire tous nos épisodes spéciaux sont en ligne. On a mis le spécial 40e de la Guerre des Tucs, parce qu'on sort ça, mais on peut bien le représenter un peu comme on avait fait avec le Galaxie près de chez vous. Dans le fond, on a eu l'opportunité de rencontrer l'équipe de la Guerre des Tucs, parce que c'est le 40e anniversaire cette année. Fait qu'il n'y a pas vraiment de ressortie cinéma ou quoi que ce soit autour, mais on a discuté. C'était pour notre plaisir. Oui, c'est ça, avec Cédric Jourde et Marie-Pierre Damour, qui jouent Luc et Sophie, donc les deux personnages principaux du film, qui sont comme dans les clans ennemis. Donc Sophie, elle, qui se joint à l'équipe du fort. Alors de rivaux amoureux. Oui, c'est ça, là, la fameuse « t'as de la neige sur l'épaule », puis etc. Fait que, non, ils sont bien cool avec ça aussi, qu'ils sont plus des comédiens du tout suite à ça. Fait qu'on a parlé du tournage à l'époque, mais aussi, c'était le premier Conte pour tous, fait que personne ne savait dans quoi ils s'embarquaient. C'est pas mal le premier film qui a rejoint des enfants et un jeune public, comme tu dis. Toi, tu devais... Fait que toi, à sa sortie, tu avais 10 ans à peu près. Fait que moi, j'avais 8 ans. 8 ans, OK. C'est ça, 8 ans. Oui, c'est 84 le film. Ouais. Non, fait que je m'en souviens très bien. Comme tu le dis, c'est la première fois qu'on se voyait, nous, à l'écran, mais dans notre langue, dans notre culture à nous, là, parce qu'évidemment, des films pour famille, il y en a des Américains, mais québécois, c'était la première fois avec ces répliques-là qui sont devenues classiques, qui ont marqué notre jeunesse. Fait que, non, c'est... Puis moi, je suis 10 ans plus jeune que toi, mais je l'ai vu à Ciné-Québec, à Ciné-Cadeau, au moins une fois par année, sans plus qu'on l'enregistrait. On rejouait, je pense, à l'école. Souvent, c'était le film, on va vous montrer ça dès que la classe, l'hiver arrive un peu. Là. Fait que, bref, super cool de parler avec eux. Et aussi en ligne, notre épisode sur Comme le feu. On va discuter du film aujourd'hui, mais je le mentionne, on avait pu rencontrer l'équipe. Des fois, on les rencontre la veille ou quasiment la journée même de la sortie, fait que tout tombe en même temps, mais là, on les avait rencontrés une semaine avant la sortie du film. T'avais pas pu être là pour cette rencontre-là, mais équipe tellement sympathique. Et c'est peut-être hors micro, par contre, qu'on en discutait. Des fois, on s'attend à ce que quand c'est plus des drames, le monde va être plus sérieux et autres, puis qu'à l'inverse, les comédies, tout le monde va être phoné. Puis des fois, on réalise que c'est l'inverse, là, c'est-à-dire... Pas nécessairement que les gens sont bêtes, mais des fois, c'est pas parce que tu fais des comédies que t'es drôle pis t'es sur le gun tout le temps, t'sais, tandis qu'eux autres étaient bien lousses. C'était très plaisant. Ils étaient heureux d'être là. Heureux d'être là, de faire la tournée et tout. Qui n'est pas heureux de venir à Québec? Voilà. Bon, je te laisse avec des actus. Allons-y. Qu'est-ce qui enflamme la toile? Allons-y avec les gagnants de la première partie du gala des prix Iris Artisan. Oui, où avais-je la tête? Qui était c'était peut-être diffusé sur tout.tv, je pense, ou Art TV peut-être. C'était pas sur la grande chaîne d'art de Radio-Canada, mais animé par Mona de Grenoble. C'est plus à Radio-Canada. Ah oui, à nouveau, excuse-moi. Ouais, donc, c'était peut-être sur...
Nouveau Crave, peut-être. Voilà. Donc, animé par Mona de Grenade. Ouais, cette portion-là. T'as été invité, en plus, ouais, toi. J'avais été invité. C'était le 4 décembre, c'est ça, mais là, c'était compliqué au milieu de la semaine. Ouais, l'aller-retour pour un gala et tout. Ouais, fait que j'ai pas assisté, mais j'aurais vécu le grand triomphe de Vampire Humaniste cherché sous l'air consentant, qui, ma foi, a passé la gratte, a récolté quand même 5 prix. Okay. J'ai noté. Comme Viking l'an dernier. Ouais, ça s'annonce. Écoute, j'ai hâte de voir au gala principal, mais ça s'annonce très bien. Alors, Vampire a remporté meilleur casting, direction artistique, effets visuels, son et montage. OK. 3 films ont aussi 2 prix chacun. Simple comme Sylvain, direction photo, et meilleur film, c'est en Industrie Art Québec. Ouais, mais... C'est sûr que le César a dû aider. Oui, c'est sûr. C'est dur de compétitionner après ça. Nos belles-sœurs, musique et coiffure. Yes, OK. Et ça, sans surprise, solo, costume et maquillage quand même. Donc, bravo à tous les gagnants. Et je pense que c'est le 13, hein, si ma mémoire est bonne. Ben, c'est dimanche. C'est dimanche-ci, OK. Oui, c'est dimanche-ci, le 8. Ouais, c'est le 8. Donc, animé par Phil Roy. Fait qu'on verra si Vampire va se sauver avec le Grand Prix. Ça serait vraiment, je pense, un upset, parce que personne n'aurait misé quand le film est sorti qu'il se faufilerait avec autant de prix. Fait que ça serait vraiment hot, honnêtement. Tu sais, puis à l'époque... avant qu'on parte le balado et tout, tu sais, j'étais un peu comme tous, là. Je pense que j'écoutais 3-4 films québécois par année. Là, on les écoute pratiquement tous, là. Tu sais, quelques documentaires ou films d'art et d'essai qui nous échappent, là, mais dès que c'est une sortie commerciale, je veux dire, plus de 5 écrans, là, on les voit, tu sais. Puis... mais je me souviens qu'il y avait un backlash avant, là, avec le gala, des fois dire, voyons, c'est pas les films que les gens vont voir qui gagnent, etc. Mais tu sais, je l'ai vu, Vampire Humaniste, j'ai adoré ça, c'était un de mes films préférés de l'année dernière. Mais je pense que c'est quand même pas tout le monde qui l'a vu non plus, fait que je ne sais pas si ça va refaire ça. Puis c'était pareil pour Viking, tout le monde était comme, donnez-vous la peine, c'est super drôle, c'est bon, c'est bien joué, blablabla, mais c'est des films qui font pas le fameux $1 million, tu sais, fait que les films les plus vus gagnent certains prix techniques, rayonnent à l'international. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pris... Gagne le prix du public, Michel Côté. C'est ça qu'on a créé ce nouveau prix-là l'an dernier. Je pense que c'était la première année qu'on l'a dit. Exact. Fait que dans le fond, c'était la première année l'an dernier, puis ils l'ont nommé comme ça puisque Michel est mort dans l'année. Je pense qu'il y avait l'intention de mettre le prix quand même, mais peut-être qu'il cherchait un nom, puis ça a comme malheureusement bien tombé. Tout à fait. Sinon, mais d'ailleurs, le vote, si vous voulez voter pour le prix du public, je pense que ça termine samedi. Okay. Je crois que c'est vraiment c'est numérique à cette heure, c'est facile à compiler. Là. Fait que je me souviens plus des nominations nommées, mais simple comme Sylvain, Rue, Les Belles-Sœurs, 95, puis il en manque un. Non, Berger va être dans l'an prochain. Ah oui, t'as raison. Il m'en manque un de prix du public, désolé pour Testament, je pense. Ouais. Okay. Alors, voilà. Sinon, j'ai voté. Tu as voté, toi? J'ai voté. OK, d'accord. J'ai voté pour Simple comme Sylvain. OK. J'ai beaucoup aimé ce film-là. J'ai hâte de le revoir, d'ailleurs. C'est ça. Moi, j'ai pas voté. Je sais pas pour lequel je voterai. C'est pas tous des films que j'ai aimés, mais j'ai pas de grand coup de cœur. Ben, c'est un peu souvent ça, c'est-à-dire que nos coups de cœur, c'est rarement le film grand public. Là. Souvent, on aime mieux les films qui prennent un petit peu plus de risques, tel Vampire Humaniste ou... moi, je pense que je voterais peut-être Nos Belles-Sœurs. Hey, je t'en veux pas. Voilà. Hey, pense-y là, toute la nuit, puis demain matin, en déjeunant. Parlons de voter. Allons-y, parce que là, c'est les premières listes de top 10 ou de critiques là, qui les revues de fin d'année. C'est la course à sa revue de fin d'année. Puis là, nous, là, déjà, en tant que bon balado qui veut tout voir, nous, on n'a pas encore... L'année n'est pas finie. C'est ça. Notre revue de l'année n'est pas prête. Mais il faut dire que certains endroits, eux, ont déjà vu les films avant même qu'ils soient sortis. C'est peut-être ça le problème, c'est qu'on n'a pas assez les exclus. Puis je veux le voir Nosferatu avant de me commettre. Oui, c'est ça. Donc, le National Film Board... couronné, je pense que ça va être ta grande surprise et peut-être déception, Wicked. Ah ouais? Comme meilleur film. Oh là là. Ouais. Ben, c'est pas mauvais, mais... Ça te rejoint pas. Ben, en fait, c'est le Marvel de la comédie musicale. Ce que tout le monde reproche à l'ensemble, ben c'est juste que des Marvel, il y en a vraiment plus, là, mais de dire hey, c'est tout là-dedans, puis il faut que tu les connaisses, puis c'est des clins d'œil à ça, ben c'est pareil, mais pour l'univers de Oz. Fait que je pense que quand t'es en dehors de ce cercle-là, t'es comme... Puis la bonne vieille question de est-ce que tout doit être expliqué? T'sais?
Effectivement. Mais en tout cas, ça semble bien plaire. Et C'est pour sûr. les critiques de New York, un film que ça, j'ai hâte de voir parce qu'il y a un bon buzz, c'est The Brutalist. Oui. Ça arrive en janvier. Hein? Ouais, 24 janvier, il me semble, au Québec seulement. Ouais. Là, c'est toutes ces runs-là qui sortent très limitées, New York, LA et tout, puis qui ils sortent plus largement par après. Fait que ça, là. t'adores une vibe film des années fin 70, début 80. Là, Ouais, c'est clair que les référents de ce film-là, je suis pas mal sûr que je les connais pas. Ça va faire référence à du cinéma et des artisans que j'ignore. Puis je me souviens plus, mais je pense qu'ils durent comme 3h30. Là. Oh, quand même. Oui, c'est plus de 200 minutes. Là. OK. Genre 215, 210. Donc, ça fait mieux d'être accrocheur. Ah oui, c'est du pointu, là, ce truc-là. Ce sera pas pour tout le monde. Là. Et puis, alerte Christopher Nolan, casting pour son film. J'ai trouvé un petit jingle. Alors, Rémi Girard va joindre la distribution. Pour vrai? Ouais, sur grand retour aux États-Unis. Pour vrai? Ok, je pensais que tu me niaisais en disant ça avec le Alors, je te sourire. niaise. Ah, ok. Je pense que c'est un lutin qui a mis ça sur ma feuille. Il m'a joué un tour, les maudits. Très noëlé. Lutin, tabarouette. Ah, c'est ça, J'ai là. des mauvais tours. Ah, mais J'y ça reviens. aurait été nice. So, écoute, ça m'aurait pas tant surpris, mais Ça ce aurait qui me pu. surprend, ça serait de l'annoncer, tu sais, dans le sens qu'il annonce tellement des gros castings, puis là, à communiqué international, Rémi Girard Sur is Variety. joining. Ouais, c'est ça. Fait que, oh my God, le gars de déclin de l'Empire américain. Fait que, Écoute, si c'est tourné à Montréal, il va peut-être avoir une ligne à un moment donné. c'est qui les autres? Pour avoir Joey Scarpellini, c'est lui qui est à LA à cette heure. Je sais pas. Marc-André Gondin, je pense qu'il serait bon dans un univers de Nolan. Ben, il serait très Je bon, le verrai. mais je pense qu'il a dit qu'il n'y a aucun désir. Ben, s'il se faisait approcher, sûrement qu'il accepterait, mais il n'y a pas de désir de travailler sa carrière pour aller Non, hors c'est ça. Québec. Et Mais- tout. Quand même crazy Caroline que- Davernance, là, pour avoir ouais, ceux c'est qui ça. sont déjà. Roy, Caroline Vanasse. quand Roy même. Dupuis. Ça aurait Ouais, pu. Roy, ça aurait pu, ouais, effectivement. Donc, ben voilà. Alors, c'était la petite blague Fait de la que- semaine. mais. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a de pas, bonheur, finalement. fait que On tu sait peux enlever pas. le jingle. Ah non. On va le garder pour une autre fois. Mais tu pourras le mettre. Si ça Ben oui, je vais me commettre à la blague. Bonne annonce de la semaine. Ah oui, ben, écoute, j'ai oublié, c'est toi qui. J'ai déjà oublié qu'est-ce que. Ah, Saint-Exupéry, c'est Ouais. ça qui est sorti. ok. Je l'ai pas réécouté depuis, mais je l'avais vu il y a quelques semaines en primaire. Ben oui, parce que c'est un anniversaire, c'est l'anniversaire du Petit Prince, de Oh. l'écriture. En tout cas, je pense qu'on est là-dedans. Ok. Là, mais si c'est pas Saint-Exupéry, c'est souvent le Petit Prince, mais vice-versa. Là. Fait que, mais on dirait qu'il fête tout l'anniversaire. La fête du renard, je sais Voilà. pas, la fête de son avion. Louis Garrel, Vincent Cassel Ouais. et Diane Kruger, Ouais, quand que même. j'adore. Un Diane bon Kruger. trio. Qui font de l'avion pour traverser, c'est quoi, sur les Andes? Ouais, c'est ça, c'est en Amérique du Sud. Mais en fait, il travaille pour une compagnie postale qui livre le courrier. Là. Ça se déroule en 1930. Puis là, il essaie de trouver une nouvelle route plus courte en passant par-dessus, ce qui serait, ben, dans le fond, lui, avant d'écrire des livres, il faisait des exploits aériens, genre. Là, Ouais. c'était le premier à avoir traversé l'Atlantique. Je sais plus. Mais bref, donc son meilleur ami, qui est joué par Vincent Cassel, va disparaître. Évidemment, il va avoir un accident. Ouais, c'est lui qui essaie de la traverser, Ouais. mais... Et lui, il va partir à sa recherche. Évidemment, ce séjour-là, cette quête-là, va l'amener sur son récit du Petit Prince, va influencer éventuellement ce qui va devenir Saint-Exupéry, l'écrivain, l'auteur, donc de nouvelles et de récits et tout ça. Donc, moi, j'ai hâte de voir, honnêtement. Visuellement, ça a l'air quand même assez beau. Faut dire que c'est pas un film, là, c'est pas un film historique dans le sens du terme biographique. Là. Je pense que l'auteur voulait vraiment faire une approche plus près du conte, là. Déjà dans la Mais moi, j'aime bien facture ça. visuelle de Oui. l'image. Ouais, ça a l'air un peu onirique. Là, Ouais, exact. c'est ça, tout à fait. Puis moi, j'aime bien ça qu'on évite il est né là, il y a eu Ouais. ça, tu sais, le 20 premières minutes de sa jeunesse, puis l'autre, ça fait toujours des biopics de 2h10 que t'es C'est ça. oh, je sais pas. Fait que de ce que je comprends, l'histoire Un est moment. sur les 10 jours de cette recherche-là, de cet homme-là, de son ami. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que tout a été vraiment tourné en décor nature. On dirait Ok. qu'ils ont comme trafiqué, joué avec l'image. L'effet, Mais, les feux de l'amour, ils ont mis dessus. Écoute, mais le réalisateur qui est argentin, donc a vraiment tourné dans son pays d'origine et il tenait vraiment justement à tourner au lever et au coucher du soleil pour vraiment capturer une lumière qu'on
rarement vu au cinéma. Ok. Là. Fait que ça a l'air que écoute, le tournage s'est déroulé sur 2 ans, mais d'intervalle. Même dans les films de Michael Bay. Écoute, peut-être. Mais Michael Bay, Très fort sur le Golden Hour. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas si c'est mais du vrai celui, Golden Hour. Ouais, puis c'est lui de Los Angeles. C'est pas la même chose. Là. Donc, je pense que ça devrait plaire à un public qui s'intéresse à Saint-Exupéry. On vérifiait parce que j'étais curieux de voir les assistances, les box-office en France, mais il n'est pas sorti. Il sort le 11 décembre là-bas. Fait que c'est un film pour la période des fêtes pour eux. Puis pour nous, il arrive le 24 janvier aussi. En même temps que Le Brutaliste. Ouais, ben voilà. Beau programme double. Et sinon, ben écoute, un projet qui, à chaque fois qu'on a des nouvelles, ça enflamme la toile, ça attise la controverse. Rapide et dangereux, 10. Oui, 10. Mais non, c'est plutôt le Blanche-Neige, version prise de vue réelle de Disney. Oui, qui arrive comme 21 mars. 21 mars, au même temps que le printemps. Oui, voilà. donc réalisé par Mark Webb, qui nous avait donné les 2 Amazing Spider-Man, entre autres. Oui. Mais aussi, c'était 500 Days of Summer, je pense, qui avait Peut-être. avec Kristen Stewart. Bref. C'est pas Kristen Stewart. 500 Days of Summer, non, pas, c'est Joseph Gordon-Levitt, puis l'autre qui était dans New Girl. Là. Ah oui. Avec le toupette, Zoé Deschanel. OK. Moi, je me trouve avec un autre film. Bref. Fait que Snow White, évidemment, incarné par Rachel Zegler. Fait que déjà là, ça avait capoté bien du monde parce que Snow White n'a pas la peau blanche. Ensuite, il y a Gal Gadot. Ouais, c'est ça, mais l'autre fois, tu me parlais de ça, puis je comprenais pas. Puis tu vois, je savais même pas que Zegler était pas blanche, entre guillemets, radiophonique ici. Là. Ouais, bon. c'est ça. Et voilà. Ça monte aux barricades assez rapidement, les gens. Et là, ben, on a finalement vu... Même s'il était 100%, je sais pas, afro-américaine ou quoi que ce soit, c'est pas grave. C'est juste une nouvelle interprétation. Tu sais. Elle n'est pas obligée d'être blanche, extra blanche, non, c'est ça. blanc lait, là, et comme... En fait, c'est son cœur qui est blanc. C'est son cœur qui est blanc de pureté, en fait. Mais bref. Ouais, ben ça, c'est ça. C'est le... Fait que ça se peut très bien. Non. Mais c'est parce que je pense dans les contes de Grimm, il s'est mentionné que sa peau est comme blanche comme la neige. Là. Fait que là, mais, c'est ça, blanche. Bref. Okay. Mais là, on a vu enfin les 7 nains. Mais il n'y a même pas de neige. Non, effectivement. Qui ça aussi parce qu'il y avait une controverse. Parce que c'est 7 fois Peter Dinklage. Oui, c'est ça. Dinklage, d'ailleurs, qui s'était montré très contre le film. Puis des nains, tout ça, des gens de petite taille, devrais-je dire maintenant. Mais là, finalement, qui ont été dévoilés. Moi, honnêtement, j'ai trouvé assez sympathique. C'est des créations numériques quand même. Là, fait que c'est pas joué physiquement dans le film, mais sur le plateau, oui, mais ont été remplacés digitalement. Fait que on est vraiment dans des personnages très tirés du conte là, qui font... Farfadet? Ouais, c'est ça. Là, fait de nain de jardin un peu. Okay. Là, fait que bref. Mais ça me fait toujours rire parce que attendons de voir le film avant. Il y en a qui s'amusent, qui ont besoin de déverser leur fiel dès qu'ils voient quelque chose, sans même avoir eu le temps de le voir puis de juger par après. Les médias sociaux, Internet, c'est ça. Là. Oui. Nous, on n'a pas, on reçoit pas tant de commentaires, mais j'écoutais surtout du monde qui font... Sur YouTube, on est juste en audio, mais ceux qui font des vidéos YouTube, sont beaucoup plus écoutés, des podcasts et autres. Ils disent que YouTube, c'est quand même une des pires places des commentaires aussi. Là. C'est généralement de la rage ou des affaires qui n'ont pas rapport là, du tout. Là. Fait que bref, en tout cas, moi, honnêtement, je trouve visuellement ça a l'air vraiment spectaculaire. Ça a l'air vraiment beau. La direction artistique, elle a l'air vraiment hot. Moi, j'y crois en Rachel Zegler, d'autant plus qu'elle va chanter dedans. C'est dans tes révélations moi, depuis 2022, là, pas mal depuis West Side Story. Puis, je trouve qu'elle est bonne, mais elle chante bien aussi. Fait que je trouve que c'est un bon choix. Ah, c'est vrai, ben oui, ça va chanter. C'est une comédie musicale aussi. Hein. Fait que, et Gal Gadot comme la reine, la méchante sorcière et reine, je trouve que c'est vraiment un très bon choix aussi. Fait que, je vais pas avoir l'air d'un ignore, mais c'est bien dans Blanche-Neige que la sorcière a dit qui est la plus belle à son miroir, puis tout, puis c'est pour ça qu'elle va l'empoisonner. Ok, c'est ça. Ben oui. Je savais plus si je me mêlais avec c'est la Belle au bois dormant qui me mélange. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce film-là. Belle au bois dormant, je pense que c'est elle qui se fait piquer puis qui tombe dans un sommeil. C'est ça. Là. En fait, qui était maléfique, finalement, qui était comme la version, mais du point de vue de la méchante. Maléfique, Angelina Jolie, puis tout, c'est la méchante de cette histoire-là. OK. Donc, voilà on pour les bandes un peu
qui fait des voix, ces fameux nains magiques. Non, là, j'avoue que j'ai sait pas été voir. Je sais pas si c'est des comédiens qui étaient sur le plateau. On est allé chercher d'autres gens des plus voix connues. Là, je sais pas. Ok, je savais pas si... Non, c'était Andy Samberg, puis Will Ferrell. J'imagine qu'ils vont prendre du monde qui chante aussi. Ouais, c'est ça. Là. Mais, honnêtement, je pense pas que ça va être des grosses vedettes. Parce que dans les bandes annonces, l'emphase n'est pas mis du tout là-dessus. Là. Fait que c'est peut-être plus du monde de carrière un peu. Puis, En général, là, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais c'est quoi, toi, ton point de vue? Là, Mufasa s'en vient sur les remakes des films d'animation. Ouais. Justement, j'imagine que tu sautes pas sur ton clavier pour déverser ton fiel. Non, au contraire. Il y en a qui t'intéressent moins, mais curieux de voir le projet. Oui, tout à fait. Okay. Ouais, moi, je suis bien ouvert à ça. Je comprends l'enjeu commercial de faire ça, mais quand c'est bien fait et c'est intéressant, j'embarque. Effectivement, les as-tu tous vus, ça, depuis je pense qu'il y a juste La Belle et la Bête que j'ai pas vu, puis je pense qu'il était un de leurs plus gros. Oh oui, ben avec surtout Emma Watson, c'est ça. Mais non, j'avais bien apprécié Cendrillon, le livre de la jungle. Oui, je pense que c'est vraiment le seul que j'ai vu. C'est ça que je disais. Ouais. J'ai même pas vu Aladdin, puis Aladdin, c'était quand même un peu casse-gueule là, de reprendre le rôle de Robin Williams, qui est tellement marquant. Ouais, c'est ça. Plus que les autres films, je dirais. Il n'y a pas eu de backlash que le génie n'était pas blanc-bleu. Voilà. Alors que ça... Noir-bleu. Bref. Non, moi, en général, même La Petite Sirène, moi, j'avais été une belle surprise. Ouais, Petite Sirène, je l'avais trouvé très bien. Divertissant. Mon seul hic, c'est que ils sont tous plus longs. Puis ça, je les trouve pas pertinents. Ils tombent tous dans 1h55, 2h, 1h50. Pour des jeunes enfants, c'est un peu... Ouais, pourquoi ils restent pas dans 1h30? On ajoute 2 chansons, on ajoute ce segment-là, on étire. Okay. Mais là, avec Mufasa, ça va être la première, moi je me trompe, comme histoire originale qui est rendue en prise de vue réelle. C'est-à-dire que c'est pas un remake, là. Oui, effectivement. Fait que curieux de voir ça, mais je sais pas si je vais avoir l'occasion de voir l'autre d'avant, mais dans le fond, je l'ai déjà vu Le Roi Lion, fait que ça change pas grand-chose à ce moment-là, je pense. Comme d'habitude, je vais faire partie du public qui... Toi, t'es souvent celui qui est à jour, puis moi, je suis celui qui connaît rien puis qui arrive là, fait qu'on représente les deux facettes de... Si ce film est intéressant pour tous. Là. Ouais. Ben non, Roi Lion, quand même, je le connais. Moi, je l'ai vu pour la première fois, pour la petite histoire, quand il avait ressorti, je pense, en 2014, pour les 30... OK, le dessin animé. Ouais, le dessin animé. OK. Fait que moi, je l'avais pas vu à l'époque. Ouais, moi, j'étais de l'âge, c'est 94. Ouais, c'est 14. Ça. C'est moi qui avais 8 ans. Si on revient à quand on disait sur... Fait que ça, je l'avais vu au cinéma avec ma fille. C'était son premier film au cinéma, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. Mais ouais, en 2000 quelque chose, quand il est revenu. C'est pour les 20. En 2004, t'as dit, ou en 2000? Je pense que c'est 2014. Ben, mais ça non, se peut, pour les 20 ans. Ouais, mais il était plus jeune. Ouais, c'était trop vieille. C'est peut-être 2012. Ouais. Ils ont comme eu un moment donné, ils sortaient en 3D, là, ils dépoussiéraient leur film. En tout cas. Fait que bref, puis elle s'est endormie finalement dans le milieu du film. Ah ouais, pourtant, il y a plein de chansons. Ouais, je sais, mais peut-être... T'as choisi la mauvaise heure. Ouais, la mauvaise heure. Dans l'heure de la sieste. Genre. Puis vu que j'avais vu le remake aussi, en plus de vue réelle, que j'avais bien aimé. Fait que voilà, allons-y avec les films, parce que... Oui, le temps. Ouais, c'est ça. Moi qui voulais qu'on réduise les intros. Donc, je couperai les affaires. Comme le feu de Philippe Lesage. Oui, écoute, sur une belle lignée, Philippe Lesage qui a fait Les Démons, Genèse, j'ai oublié de noter les années, Genèse, je pense 2018, donc Les Démons probablement 2015. Et Comme le feu qui sort là. Et Philippe a la très bonne habitude de rayonner à l'international avec ses films. Ah, j'ai oublié de renoter le prix, c'était à la Berlinale, prix du jury dans la section Génération ou Grand Prix, mais de la section Génération, quelque chose comme ça. Là, donc pas la compétition principale, mais une autre à côté. On retrouve dans ce film les jeunes Noah Parker et Aurélia Randy-Lompré et des vétérans tels Paul Amarani et le Belge Arié Vortalter qu'on a vu dans le procès Goldman au printemps dernier. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est une sorte de coming of age, mais qui n'a pas le côté comique qu'on retrouve parfois dans les coming of age. On est essentiellement dans le drame où un adolescent, donc joué par Noah Parker, va être invité par la famille de son ami, donc le père Paul Amarani et Aurélia joue la sœur de son ami, à aller séjourner dans un camp de chasse d'un cinéaste réputé, donc joué par Arié Vortalter, qui joue Blake, j'oublie son nom de famille, Blake. Et on comprend que le personnage de Paul Amarani était scénariste et a travaillé avec Arié, avec Blake,
sur des films. Ils ont même gagné un Oscar précédemment, il y a quelques années. Mais là, depuis quelques années, ils travaillent plus ensemble. Tu sais, c'est comme une amitié qui a probablement 15-20 ans, mais que là, depuis 5 ans, ils se voient moins. Ils n'ont plus de collaboration ensemble. Puis, on sent que le personnage de Paul est un petit peu amer de ça, puis il aimerait continuer à collaborer. L'autre est rendu un peu ailleurs, fait qu'il tripe full nature, puis il fait encore des films au travers de ça. Et le film, donc, en plus, excusez, je reviens, l'ado, donc Jeff a le béguin pour la sœur de son ami, fait qu'il veut un peu se rapprocher d'elle au travers de ce voyage-là, là, sans faire de grands gestes de romance, mais plus il la côtoie, plus il y a quelque chose pour elle, exact. Mais il aspire à être cinéaste aussi, fait qu'il est super impressionné d'être chez cette personne-là, ce cinéaste-là. Puis lui, le cinéaste, il a comme, tu sais, pas d'enfant, on comprend qu'il y a une blonde jouée par Sophie Desmarais, puis il vit aussi avec 2 amis, un cuisinier, un genre de garde-chasse. Fait que tu sais, c'est comme les plaisirs de la forêt, là, chasser, pêcher, mais tu sais, pour le consommer, vivre dans le bois, faire du canot. Puis au travers de ça, il travaille sur des documentaires, probablement d'une ancienne méthode, genre à la pellicule, puis des affaires comme ça. Fait que très conservateur dans ses méthodes cinématographiques et ces choses comme ça. Puis il va y avoir 3 grosses scènes de souper au travers du film où shit hits the fan, comme on dit. Là, l'alcool rentre, les paroles sortent, et ça brasse. Voilà. Et on règle nos comptes. On essaie de régler nos comptes. Qui sont acrimonieux. Oui, voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, un peu? Écoute, la structure m'a vraiment intéressé. Je pense que c'est la réalisation de Philippe est vraiment intéressante. Et ces grandes scènes-là de souper sont vraiment intéressantes à observer, où on est en plan fixe. Ouais, des légers mouvements de caméra, mais c'est des genres de plans séquences. Ouais, c'est ça. Donc, qui dure des 10 minutes, 10-15 minutes, ouais. Là, où tout le monde se renvoie la balle, et tout ça. Fait que c'est très intéressant à voir. Très bien écrit, dialogue aussi, intéressant. Fait que j'ai trouvé ça bien, mais je pense que toi, tu as vraiment plus trippé que moi, puis c'est correct. Là, ça arrive des fois. J'ai quelques réserves un petit peu sur des éléments de l'histoire, mais ça, c'est juste personnel. Mais c'est quand même un film de grande qualité, très bien joué. Donc, oui, moi, je le recommande pour du cinéma intelligent, bien fait quand même. Oui, c'est ça. Je trouve que ça s'écoute bien. Ça s'écoute très bien. C'est pas comme... je l'ai dit en début d'épisode, j'ai oublié là, du cinéma... d'essai, hors et essai, ou expérimental, ça, je cherchais comme mot, ou quoi que ce soit. C'est un film, le schéma narratif est linéaire, on n'est pas dans le passé, puis en avant, puis tout, on n'est pas dans les rêves ou quoi que ce soit. Ça s'écoute bien, mais c'est pas berger non plus. C'est pas un film qui est juste comme « Ah, allez-y, vous évadez ». Il y a une certaine réflexion à avoir. Là. C'est pas, comme on dit, un film où tu te mets le cerveau à off puis tu te laisses aller. Là. Je pense pas que Berger est 100% ça, mais... Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est un film qui demande un certain exercice mental, mais qui a énormément de qualités cinématographiques. Et ce qui est fantastique dans le travail de Philippe, c'est qu'autant il manie bien les codes de la caméra, le langage cinématographique dans son scénario, dans son montage, dans ses jeux de caméra, mais autant je pense qu'il dirige très bien ses comédiens, alors que des fois, on voit chez certains cinéastes que leur force est soit technique... puis le jeu a quelques faiblesses, ou l'inverse, on est très dans le jeu, mais visuellement, c'est moins intéressant, tu sais, quoi qu'ils ont des directeurs photo avec eux, mais c'est comme moins un souci, là, je trouve que c'est vraiment la part des choses. C'est un film qui prend son temps d'exister. Par beaucoup de moments, tu sais, ils travaillent à une caméra, comme la plupart des films quand même, mais ils font moins de shots opposés. OK, on le fait d'un point de vue, après on le fait de l'autre, Souvent, ça va être juste, on le fait une fois, vous êtes de face. Il y a quelque chose de théâtral, sans que ça ait l'air d'une pièce de théâtre, parce qu'ils sont dans plein de lieux, ils sont allés dans plein de parcs et d'espaces phoniques pour faire le film, tu sais, les différentes séquences du film. Mais visuellement, c'est assez minimaliste, oui, mais c'est quand même toujours intéressant. Exactement. Ces cadrages, ces plans. On est souvent loin en plan poitrine, plan taille, le plan western qu'ils appellent à l'époque. C'était pour voir les guns. Yeah. Il y en a étonnamment quand même dans ce film-là, mais pas des revolvers à la ceinture. Là. Puis, exact, puis ça, on en discute dans l'épisode spécial avec Philippe, justement, parce que éventuellement, à la fin, il y a comme un petit peu plus d'action, là. Ils partent en canot, puis il y a des choses qui déraillent un petit peu. Puis,
il parlait de ça, puis Noah se retrouve à faire ses propres cascades parce qu'il était comme, j'ai essayé de travailler avec des cascadeurs, sauf que tout le long du film, on est comme en plan large, surtout souvent des plans séquences, tu sais, les personnes, je les laisse parler pendant 3 minutes, puis là, on change de plan, puis on va ailleurs. Puis là, il fallait que je me retrouve en genre, quand t'es un cascadeur, ben t'es en close-up. Soit tu le filmes de loin, ou après, il faut que tu tombes sur un close-up de ton acteur qui est dans une situation qui ressemble, puis l'autre de loin, puis tout. Puis ça, tu sais, il dit, je l'ai filmé, mais au montage, ça marchait pas du tout, tu sais, ça cassait. D'ailleurs, pour revenir, tu sais, je fais comme un teaser pour l'épisode spécial qui s'écoute très bien, soit avant ou après. Il y a peut-être un peu de spoiler par rapport à la fin, là, sans l'être directement, mais tu sais, on parle de certains événements du récit, fait que si vous avez l'intention d'écouter le film, écoutez l'épisode après. Je trouve que c'est un super bon complément. Si vous voulez en prendre plus pour vous convaincre, vous pouvez l'écouter avant. Mais justement, les fameuses scènes de souper, il y a beaucoup d'improvisation parce qu'il faut aussi que toutes les autres réagissent. Mm-hmm. Fait que tout peut pas être scripté parce que ça n'aurait pas l'air naturel. Fait que les conversations ou la réaction des autres est pas toujours la même à chaque prise, mais comme c'est un plan fixe, ben ils n'ont pas besoin de continuité de après tel mot, bois ton verre d'eau, avant là, prends ta fourchette, mais redépose-la, tu sais. Ce qui arrive souvent dans le cinéma, là, si tu fais la prise 32 fois, il faut que tu manges 32 fois une bouchée d'hamburger, puis il faut qu'on ait 32 hamburgers pareil, qu'on replace, puis tout. Mais lui, ce qu'il faisait, c'était comme il faisait ses scènes complètes de 12 minutes, ben on le fait au complet, on prend une petite pause, on reset, puis on recommence. Mais pas juste la meilleure, en fait, c'est que il leur a demandé de jouer différentes intensités pour qu'au montage, il y ait du jeu sur l'ensemble du film. Une qui est plus intense ou qui va de 0 à 100, l'autre, il va de 0 à 60, ou etc., ou comment ils réagissent. Fait qu'il savait, Philippe, qu'il ne pouvait pas monter ou prendre la moitié d'un. Il faut qu'il prenne l'ensemble, mais sur le pacing de son film, pour les 3 scènes de souper, il était capable de les partir à différents endroits. Fait que tout le monde sait comment... un peu la scène commence, comment elle finit, c'est quoi les mots qu'on va se dire, qu'est-ce qu'on va se reprocher. Après le reste, on le joue puis c'est tout, tu sais. Fait que ça donne un naturel. Fait que je sais pas comment il prenait de prise, là. J'imagine une dizaine peut-être de chaque affaire. Puis lui, tout un travail de montage après faire ça. Là, exact. Fait que ça donne un film de quoi, 2h30, je pense. Oui, quand même. Mais moi, je trouve qu'il passe très bien parce que c'est rempli, il se passe des choses. Tu sais, même si peut-être de quelqu'un de plus stiff, c'est pas un film d'action, tu pourrais couper certaines transitions. Des fois, on voit la personne qui finit de marcher dans le bois et tout. Mais on se laisse avaler là-dedans, dans cette espèce de rythme de nature. Puis que, pour revenir aux thématiques de base, autant les jeunes, c'est un coming of age, le jeune de genre 17 ans se retrouve là entre un grand cinéaste qui idolâtre d'une certaine façon. Tu sais, peut-être qu'il vient juste de le découvrir, mais qui est comme « Hey, wow, ce gars-là, il a un Oscar, il fait des films, j'ai vu ses derniers, j'ai vraiment aimé ça. » Amoureux de la sœur de son ami, mais ça peut créer du beef. Mais aussi, tu te retrouves dans une situation où les adultes, ils ont des problèmes entre eux, ils se manipulent entre eux, se jouent de l'un de l'autre et tout. Fait que pour les adultes aussi, c'est un genre de coming of age que c'est un peu peut-être ce cynisme. Ben, c'est pas un cynisme, mais de dire que il n'y a pas un moment... Quand t'es jeune, tu penses qu'à un moment donné, tu vas être adulte, puis à cet état-là, adulte, t'es à 100%, t'es complété, puis tout est là. Mais c'est ben non, les gens continuent d'évoluer, puis les gens continuent, malheureusement, des fois, d'avoir des différends, des chicanes, des amitiés qui devraient cesser, ou des amis que tu revois. Malheureusement, on se voit pas aussi souvent qu'on veut, mais quand on se voit, ça continue comme dans le temps, puis c'est parfait. Puis d'autres fois, à un moment donné, t'es comme... C'était cool quand t'étais au cégep, mais on dirait que maintenant, adulte, ça clique plus, là, on fit plus, puis c'est ça. Fait que bref, on peut passer à un autre film, là. Ça fait une dizaine de minutes qu'on en parle. Vous comprenez que moi, j'ai vraiment, vraiment adoré ce film-là. Je vous invite quand même à aller le voir rapidement. On est le 6 décembre. J'ai pas l'impression que ben de cinéma va être capable de le garder à l'affiche pendant le temps des fêtes. Fait que j'ai l'impression qu'il va peut-être juste souffrir de 2 semaines d'affiche, puis c'est tout. Fait que attendez pas trop en disant j'irai le 5 janvier. Je suis pas sûr qu'il surtout en plus de par sa durée, de par je sais pas, la grandeur de la sortie, le timing et tout. C'est plus des bottines, cyclones de Noël, berger, au niveau des films québécois qui vont arriver à garder du temps d'écran plus que Comme le feu, je pense. Fait que ça vaut 100%. On parlait
des prix Iris, du Gala Québec Cinéma, ben ça se peut que ce soit le film que l'an prochain on revoit en nomination pour différentes. Paul Amarani, ces scènes d'échange justement avec Ariel Vortalter, c'est des grands acteurs, tu sais. Fait que l'an prochain, ça va être en nomination. Vous dites, hey, j'ai pas vu ça passer, ce film-là. Parce que, il est sorti à ce timing-là. Fait que, bref, ratez pas l'occasion. Tout à fait. OK, un autre film. Bon, allons-y avec Memoir of a Snail d'Adam Elliott. Oui, Mémoire d'un escargot, film d'animation pour adultes. On suit une jeune fille qui est très malheureuse avec... Il se passe plusieurs choses. Elle compte un peu ses mémoires, un peu ce qui se passe, mais elle, au cœur du film, à un moment donné, elle est malheureuse avec sa famille d'accueil, ayant été séparée de son frère jumeau. Maintenant, les deux orphelins. Puis lui, il est placé complètement ailleurs, ça se passe en Australie, mais à l'autre bout du pays, dans une espèce de famille de pommiculteurs évangélistes extrémistes, où il est pogné là. Puis elle attend, puis elle espère juste qu'il va pouvoir venir la rejoindre. Puis entre-temps, elle développe un TOC, un trouble obsessif-compulsif, en collectionnant plein d'objets à thématique d'escargot et en subissant quand même la vie et des malheurs autour d'elle. Et en se liant d'amitié avec une vieille dame aussi. Ouais, une vieille dame funky, puis tout. Fait que, il se passe beaucoup de choses. Ça commence dans leur jeunesse avec leur père alcoolique, mais sympathique, puis etc. C'est le gagnant cette année à Annecy du prix Cristal, donc le meilleur film. Et d'ailleurs, notre collègue et spécialiste d'animation, Annie Frenette, ne pouvait pas être avec nous cette semaine, mais écoute, si on la revoit je pense qu'on aurait prochaine... Oui, c'est ça. Parler en grand bien. Ben, en fait, c'était un film que dès qu'elle est revenue d'Annecy, elle m'avait parlé. Parce que je suis curieux de savoir, surtout les grands films hindous. Elle dit c'est malade, mais tu sais, ça se rendra jamais au Québec. Je pense pas que ça va être acheté et quoi que ce soit. Puis là, boum, à un moment donné, justement, Métropole Film arrive. Hey, on a ce film-là. Puis, je vous dis tout de suite, même principe que Comme le Feu. Ça sort là le 6 décembre. Et je pense qu'il était sorti, c'était vraiment spécial, mais la copie sous-titrée en anglais était disponible depuis quelques semaines. Mais c'est que la sortie de la version sous-titrée française était juste disponible là, 6 décembre. Fait que ça ouvre dans un petit peu plus de cinéma à ce moment-là. Mais comme de fait, je pense que ça va être 2 semaines à peu près au cinéma. On l'a dit un peu dans le synopsis, c'est des tons assez sombres. Il y a une espèce de naïveté quand même dans le film. C'est pas un film trash là, où tout est malheureux puis tout le monde se tire une balle dans la tête. Là. C'est pas ça. Mais c'est juste que par son ton... par l'esthétique, c'est quand même visé 13 ans et plus. C'est pas un film familial. Non, c'est de l'animation pour adultes. Je l'ai pas mentionné. C'est du stop motion, du image par image. Et pour ceux qui... peut-être ça vous dit quelque chose, Adam Elliott, c'est lui qui avait fait Mary and Max il y a 15 ans de ça, mais qui était quand même aussi un film fort dans sa filmographie et dans le cinéma d'animation. Ça a pris 8 ans à travailler sur ce film-là parce que c'est un spécial, Adam Elliott. Il travaille pas mal tout seul pour ses affaires, puis ça prendra le temps que ça prend. Puis du stop motion, ça en prend du temps. C'est ça. Mais on voit toute la qualité de son travail est à l'écran. Honnêtement, visuellement, j'ai trouvé magnifique. C'est super beau. Puis si on peut vous faire un comparatif, je trouve qu'il est très influencé par l'univers de Burton, mais ça, c'est pas négatif en soi, là. Mais Burton aurait des producteurs, puis je l'aurais cru, là, parce que tout l'univers, le design de personnages ressemble un peu à ce que Burton fait en illustration. Ouais, ou Henry Selick à ce moment-là. Aussi, qui fait qu'on est dans cet univers-là un peu gothique, un peu quand même... Ouais, tout le monde est noir avec des cernes, habillé en noir-gris, c'est ça. Mais quand même sympathique à voir aussi. Moi, j'aime vraiment le ton qui fait penser peut-être à Addams Family aussi. Dans le ton de l'humour, là, parce que c'est un peu décalé, mais c'est pas pathétique, c'est pas lourd. Non, malgré ce qu'ils vont vivre aussi, là, parce que... mais c'est pas misérabiliste. C'est pas genre... on va avoir un autre film qui est un peu plus dans genre... Tout va mal, puis on devrait se tirer de balle dans la tête. Là. Mais celui-là, il est comme... Il y a une certaine naïveté qui est comme... il nous arrive... On tombe plein de tuiles sur la tête, mais on continue. Oui, un petit côté ton bon enfant. Fait que bref, si vous aimez l'animation, allez absolument voir ça. Si vous voulez initier peut-être vos plus vieux, je pense que ça peut être intéressant à voir pour eux, là, qu'il existe autre chose que les canaux traditionnels de films d'animation, mais effectivement, vous avertis, les pas avec de jeunes enfants. Là, non, c'est vraiment pas ça. Non, c'est pas à propos. Puis c'est inspiré de ses souvenirs d'adolescence. Puis quand on écoute le film, je me disais,
c'était quoi sa vie à ce mec-là, tu sais. Puis en Australie, tu sais, d'Australien, puis tout. Puis ce que j'ai lu, c'est que son père était un ancien acrobate clown alcoolique, ce qui est un peu dépeint là-dedans, mais qui reste comme quelqu'un de sympathique. Mais lui, il a grandi, il avait une ferme de crevettes et de langoustes, puis à un moment donné, ils sont déménagés ailleurs, puis tout, là, mais j'ai pas tout à fait l'histoire d'être jumeaux puis d'être séparés, puis ça, c'est, comme on dit, il a pris un peu du vrai, mais ajouté de la fantaisie, mais il est aussi ouvertement homosexuel, ce qui vient jouer sur un des personnages. Je pense que c'est le fait d'être un outsider, de pas trouver sa place à ce moment-là dans la société, tout fait que je pense que c'est ça qui est un peu transposé. Mais c'est super le fun, la manière scénaristiquement, comment ça avance, c'est comme j'ai adoré mon visionnement, ça dure comme 1h30, c'est vraiment, vraiment du très bon cinéma d'animation, ce que souvent est un peu, pas méprisé, mais laissé de côté. Souvent, on associe les films d'animation aux films pour enfants ou familiaux, mais c'est cool. Puis il va en avoir une certaine succession. Là, la semaine prochaine, on parlera de Flo, qui lui est bon pour toute la famille. Il y a, pour Noël, sort La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, qui est aussi plus adulte avec thématique Deuxième Guerre mondiale et tout. Puis, je pense que c'est ça. Il y a peut-être en janvier, là, il y a du cinéma japonais là, qui revient. Le Seigneur des Anneaux, qui sort la semaine prochaine aussi, exact, en animation, style animé japonais. Fait que beaucoup ça sort tout en même temps. Au lieu de répartir, c'est là, c'est cette année. En tout cas, moi, je serais pas étonné qu'il se taille une place dans les nominations Oscar, meilleur film d'animation. Même Harvest. Oui, c'est ça, exact. Il est pas dans... J'imagine que c'est parce que... Je me souviens plus c'est quoi les... C'est une drôle de phrase, ça. Les critères, mais il est pas dans le film international, parce que je pense qu'il faut que ça soit dans une langue différente aussi. Ouais. Ils ont souvent renommé, avant c'était meilleur film en langue étrangère, c'était appelé ça international, puis je me disais, c'est australien, mais je crois que vu que c'est en anglais, il est pas éligible, parce que je regardais, mettons, qu'est-ce que le Royaume-Uni a soumis, puis c'est comme une coprode avec l'Inde, fait que c'est un film qui parle indien, etc. Fait que c'est vraiment qu'il y a une langue différente. Fait qu'il peut sûrement se mettre en catégorie pour meilleur film d'animation, et j'espère, surtout ayant gagné à Annecy, qui est le plus gros festival d'animation. Puis l'autre gros film, Flo, il en parlait beaucoup, puis on y reviendra la semaine prochaine. Flo, lui, a gagné au Festival d'animation d'Ottawa, qui est aussi un des grands festivals. Alors que c'est comme Mémoire a pogné la deuxième place. Là, fait qu'ils se chase comme ça cette année, ces deux films-là, qui ont des propos complètement différents. Là. Fait que Mémoire d'un escargot, chaudement recommandé par nous qui découvrons beaucoup l'animation plus adulte depuis la création de ce balado-là. Allons-y donc avec Heureux gagnant. Je pensais que tu voulais rester sombre, mais... Non, on va se terminer. OK. Oui, écoute, on peut garder le plus léger. Voilà. Donc. La jeune femme à l'aiguille de Magnus Van Horn. Un film danois, en fait, coproduction Danemark, Pologne, Suède. C'est le film qui représente, que le Danemark a soumis pour justement le score du meilleur film international. C'est en noir et blanc, c'est très sombre, c'est dark, comme on dit en anglais, c'est lugubre. On est en 1919 au Danemark, donc pendant la fin de la Première Guerre mondiale. On suit une couturière qui tombe enceinte et suite après une relation avec son patron et qui peut pas se permettre de garder l'enfant, ne veut pas le garder, donc cherche à trouver une solution. Et va se lier d'amitié avec une femme qui se spécialise à trouver des familles d'adoption pour les bébés, pour les jeunes femmes, jeunes filles qui tombent enceintes malgré elles, mais ce qui est hautement illégal. On est dans un contexte où c'est les noirceurs de l'âme humaine, tout va pas bien, on est en temps de guerre, on travaille dans les usines, même le monde qui a l'air fin, sont tous... La vie, c'est rough, mange des pommes puis des patates. Tu l'avais. Ils se font évincer. Puis c'est pas parce qu'ils ont des grosses tours à condo, c'est juste parce que t'as pas d'argent pour... Déjà, la Scandinavie est austère quand même. Et ça se transpose à l'écran, là. On le voit dans les personnages, cette austérité-là. C'est un film que partout où il est noté, partout où il passe, il fait des ravages. Il y a des critiques excellentes partout. Sur les fans de Mediafilm, c'est coté 2 là-bas. Ben oui. Il y a, qu'est-ce que je veux dire? Il était en compétition à Cannes. Il n'a pas gagné, malheureusement, mais il était dans la sélection officielle en lice pour la Palme d'Or. C'est comme
si tu me demandes ce que c'est, je veux dire, c'est un film d'horreur, mais c'est pas les codes d'un film d'horreur qu'on connaît, même de, mettons, Nosferatu qui s'en vient, ou de Witch, ou des affaires qui sont comme, ah, ok, oui, ça peut. C'est pas un horror flick, ça, c'est sûr, mais c'est même pas le thriller d'horreur, c'est vraiment plus un drame d'horreur, c'est-à-dire que drame historique sur qu'est-ce qui se passe à cette période-là. Tout ce qui se passe est rough parce qu'on parle d'avortement, on parle d'adoption, d'abandonner des enfants, mais de misère humaine, de pauvreté, la condition des femmes, c'est de la merde, là, tu sais, exact. Fait que tout ça, il y a des scènes extrêmement difficiles à voir. Et malaisantes. Oui, malaisantes. La musique, juste des instruments à cordes, mais pas à la John Williams. Là, plus anxiogène. Oui, la musique est très anxiogène. Angoissante et tout. À certains moments, il n'y en a vraiment pas trop. C'est très à propos. Des fois, des plans, les jeux de caméra sont super beaux. Des fois, tu vois juste un peu ce que tu... Comme si l'image de... mettre tes mains devant tes yeux, mais regarder entre tes doigts, là, il y a certains moments où le film fait un peu ça, mais il n'y a pas de gore dans le film, il n'y a pas de visuellement d'affaires dégueu comme, mettons, de Substance ou quelque chose comme ça. Fait que c'est un ton vraiment unique. C'est un de mes films préférés de l'année. Je l'ai déjà vu 2 fois, là. Fait que ça a confirmé. Oui, exactement, c'est ça. Mais c'est pénible à regarder, mais pas pénible comme un blockbuster qui est à côté de la track puis qui est juste, c'est ennuyant. Là. C'est juste comme, c'est difficile, mais ça embarque. Tu suis l'histoire de la fille, ça te conduit à des endroits. Tu sais, si vous pouvez, n'écoutez pas la bande-annonce, allez juste voir le film directement, je pense. Il fait partie des films que je crois que la bande-annonce laisse penser que c'est un thriller un petit peu plus que c'est réellement. Là. Effectivement, c'est peut-être le cas que j'ai vécu un peu ce matin. Ayant vu la bande-annonce avant, je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus Hitchcockien dans le ton, mais on n'est pas là du tout. Mais pourtant, la musique évoque beaucoup les thrillers d'Hitchcock. La musique de Bernard Herrmann, entre autres, son compositeur fétiche. La direction photo est magnifique. Il faut se souvenir dans le film, vraiment, là, le noir et blanc est top. De beau cadrage. Très bien joué. Avec un film de grande qualité. Là, c'est une question si on embarque ou moins dans la prémisse, ça c'est bien correct. Moi, j'ai bien apprécié quand même, mais j'ai pas tombé en amour avec le film. Mais c'est fascinant à voir. Puis, ouais. La courte liste des films à l'Oscar international n'est pas sortie encore, mais il est vraiment dans les favoris pour au moins faire la shortlist et tout, éventuellement. Là. Et tout ça est inspiré d'une vraie histoire. Hein. Je suis allé. Est-ce que je devrais aller? On tombe-tu dans un spoiler ou pas? Je pense que ça tombe un peu dans le spoiler, peut-être. Bon. Donc, ou on peut faire une alerte spoiler puis avancer de quelques secondes, puis les autres, vous pouvez non, c'est pas... mais c'est inspiré quand même de vrais événements. Vous pourrez aller voir, aller fouiller après ce que je suis allé faire quand même, parce que j'étais curieux. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que souvent, les films le font au début, puis lui, c'est à la fin du film. Parce que j'ai l'impression que c'est comme des faits. C'est comme des faits divers, mais on a créé probablement un personnage qui navigue dans sa vie à cette époque-là jusqu'à temps que le vrai fait divers arrive, puis c'est ça. Fait que sinon, il faudrait faire un spoiler special. Ben, je sais pas si on aurait beaucoup d'écoute. Donc, moi, je pourrais vous dire, si vous aimez, c'est pas du Lars von Trier, mais si vous aimez ce malaise-là, un peu que ces films procurent, un inconfort, je pense que ce film-là va vraiment vous plaire. Bon, on essaie-tu de rire un peu? Ben oui, allons-y. Moi, je pense que c'est mon coup de cœur de la semaine. Moi, Heureux gagnant de Romain Chaouet et Maxime Govard. Je ne sais pas si je les prononce comme il faut, je m'en excuse. Écoute, ils nous écriront si c'était pas ça. Comédie noire française où on va avoir 4 sketchs, donc humoristiques, qui vont explorer les déboires de personnes qui gagnent à la loterie, alors qu'on pense que quand la loterie règle tous nos problèmes, bien, finalement, ça va être une espèce de malchance dans ces cas d'histoire-là. On a une famille qui est en crise, là, que ça va pas bien, mais là, ils s'apprêtent à partir en vacances, puis là, la course à avoir l'argent. Il y a une jeune femme très timide qui vient de remporter le gros lot, elle aussi, mais elle va commencer à se méfier du gars qui commence à la séduire, pensant que peut-être qu'elle veut juste pour son argent. Il y a un terroriste islamique qui va commencer à backer off de l'attentat suicide qui sont sur le bord de fer parce qu'ils réalisent qu'ils ont gagné le gros lot, fait qu'ils essaient de négocier avec ses compatriotes. Puis on finit, il y a une infirmière qui travaille dans un établissement de personnes âgées qui va se retrouver impliquée dans un vol de billets de loterie, mais peut-être que ça devient damné à ce moment-là de prendre le billet de quelqu'un qui décède comme ça, sans dire à personne.
Ouais, c'est ça. C'est pas des visages tant connus ici. Là. Il y a Audrey Lamy qu'on a vu dans quelques films. Je pense que sa sœur Alexandra est quand même plus connue ici, mais c'est les sœurs Lamy. Fabrice Eboué qu'on avait vu dans l'autre comédie noire. Barbac, c'est ça, sur ceux qui faisaient de la viande végane. C'est pas mal les faces les plus connues ici. La force et la faiblesse des films à sketch, là, je trouve qu'ils pèsent bien les choses, là, surtout que le premier avec Lamy puis Eboué est très cool, puis on le voit comme à moitié puis il vient closer le film à la fin, fait que ça c'est intéressant, mais moi j'ai quand même apprécié. Je pense que ça t'a fait plus rire, peut-être que vraiment. Ben, peut-être j'étais pas dans les bonnes conditions quand je l'ai écouté, c'est peut-être. Mais en même temps, c'est vraiment une découverte. Je pense que c'est les meilleurs moments de voir un film dessous. T'as aucune idée qu'est-ce que tu vas voir. J'avais pas vu la bande-annonce. Et je savais même pas que c'était un film à sketch en partant. Fait que... Puis je m'attendais pas à ce ton d'humour-là noir qui évoque Barbac, justement. T'sais, on n'est pas à fond complètement. Je reste comme un mélange entre Barbac puis Zai Zai Zai. On n'est pas dans l'absurdité non plus, mais on est comme entre ces deux films-là. Là. Mais je trouve que ça va quand même loin, le sketch avec les djihadistes. Je trouve ça hilarant. Et je me disais, mon Dieu, je peux pas croire qu'ils vont là. Puis écoute, je trouve que c'est quand même de l'humour un peu audacieux. Mais moi j'ai vraiment... c'est mon genre d'humour. J'ai été surpris. Je trouve que c'est étonnant, c'est surprenant. Je m'attendais pas à ce que à chacun des sketchs que les récits s'en aillent dans cette direction-là. Très bien joué encore là. Fait que si vous voulez rire, mais de malaise et rire noir, heureux gagnant, une belle surprise honnêtement pour moi. Là. Oui, tant mieux. J'ai rien de plus à ajouter, voilà. Autre sortie, je pense que les cinémas commencent à être loadés, fait que peut-être certains attendaient la comédie d'horreur Y2K de Kyle Mooney, qui est un gars de Saturday Night Live. Ça sort très très limité, il y a juste à Montréal. J'étais un peu déçu parce que j'étais curieux de voir. Oui, en plus il y a Rachel Zegler dedans. Fait que c'est une comédie d'horreur sur le bug de l'an 2000, finalement, des amis qui se réunissent pour un réveillon du 31 décembre 1999. Certains veulent déclarer leur béguin pour une petite fille, d'autres veulent juste se saouler. Sont pas les plus populaires, mais soudainement, à minuit, les robots se révoltent puis commencent à attaquer les humains, les robots, mais en fait, la technologie, comme des toasters, se mettent à agresser les gens et tout. Fait que, comédie autour de ça. C'est ça, c'est peut-être le timing de sortie qui est un peu trop serré pour bien des cinémas qui sont à la veille d'avoir plein de films. Là. Craven, on en parlera, ça en vient la semaine prochaine puis tout. Fait que des fois, tu peux pas ouvrir un film juste pour une semaine puis jeter dehors. Fait que c'est plus, j'ai pas de place pour lui pendant les fêtes. Fait que malheureusement, c'est son timing qui lui nuit. Du côté de A24, peut-être aussi qu'on s'attendait à aller chercher juste quelques écrans à gauche et à droite. Il n'y a pas de version française. Fait que il y a quand même amplement de choix, surtout sans oublier, comme on dit, les grosses sorties des dernières semaines de Thanksgiving, là, Wicked et Gladiator, c'est pas mort, ça va continuer à rouler en fin de semaine, Mademoiselle Bottine, Moana, etc. Donc, la semaine prochaine, 13 décembre, Sony ne cesse de nous surprendre. Kraven the Hunter, avec leur univers partagé des méchants de Spider-Man qui sont pas si méchants que ça, finalement. De Aaron Taylor Johnson. Et quand même, J.C. Chandor, qui est un très bon cinéaste, qui avait fait le film avec Jessica Chastain et... j'oublie son nom, Edgar. C'était comme un mafieux, mais de l'industrie des vidanges. Là. C'était sorti l'année de toutes les violences, The Most Violent Year. Très bon film. Fait que là, de se retrouver dans le film d'action comme ça, d'accord. Le mystérieux Lord of the Rings, War of the Rohirrim de Kenji Kamiyama. Très curieux de voir. J'ai vu les images là, sur le YouTube de Warner Bros. De la première qu'ils ont faite à Londres. Puis là, ils invitaient aussi tout le cast des Seigneurs des Anneaux, des Hobbits et tout à venir. Ça a l'air très intéressant. Je suis pas le plus grand connoisseur de Seigneur des Anneaux, mais je suis curieux de voir cette affaire-là qui se passe avant les deux tours, puis comme la légende du fameux gouffre de Helm, dans le fond, serait comme cette guerre d'humains-là. Et le prolifique Luca Guadagnino qui arrive avec Queer la semaine prochaine, où Daniel Craig a l'air d'être en mode fuck you tout le monde, je fais les films que je veux quand je veux. Ça a l'air un très bon film, une espèce de un noir, alors qu'on était dans le comédie noir, là on est juste dans le fameux noir de détective et machin, avec une sauce LGBTQ plus machin. Fait que fait toujours des films souvent assez sexy et sensuels, sans être sexuels. Là, ils sont très chauds. Luca Guadagnino. Alors, on essaiera de tout voir ça. Ça va nous faire une bonne semaine de films. Je sais pas si on va réussir à tout voir.
Bref, d'ici là, écrivez-nous balado@monciné.ca. Suivez le magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné là, avec Antoine Bertrand sur la couverture qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et si jamais vous gagnez à la loto, vous pouvez me donner votre billet. Moi, je suis prêt à prendre la chance de vivre avec les malheurs.